nous permettre de présenter le REPOP au sein de cette instance. Donc, on s'est partagé la présentation en deux avec le docteur Catherine Terraz. Alors, hop, on va voir si effectivement. Voilà. Est-ce que vous voyez bien les diapos qui défilent? Oui. Super. Donc, on s'est partagé en deux la présentation. Donc, une première vraiment sur le fonctionnement du réseau et son activité, et la seconde sur la spécificité que va demander la prise en charge de l'obésité pédiatrique que Catherine vous présentera. Donc, tout d'abord, la mission du REPOP Île-de-France. Donc, le REPOP, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2003 et qui est soutenue et financée par l'ARS Île-de-France. La mission du REPOP, c'est promouvoir. Ah, il y a un micro qui siffle. Donc, fermez bien les micros pour ceux qui auraient les micros ouverts éventuellement. Merci. Donc, la mission du REPOP, c'est promouvoir une approche pluridisciplinaire et coordonnée de la prise en charge de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent en accompagnant les professionnels de santé de l'enfance et aussi les familles. Donc, pour faire cela, on est une équipe de 12 personnes. Donc Catherine et moi qui travaillons plus à l'échelon régional. Et ensuite, on a découpé le territoire avec des coordinatrices territoriales qui vont s'occuper d'1 à 2 départements selon leur temps de travail. La particularité du REPOP aussi, c'est d'être en lien avec les CSO, donc les centres spécialisés obésité. Et donc, on a un médecin détaché dans 3 CSO. Donc, on a un médecin détaché à Robert Debré, à Trousseau, et à Necker. Voilà. Nos activités. Donc là, je vous ai remis les différents territoires pour chacune des coordinatrices. Voilà, pour ceux qui assistent à cette réunion, que vous puissiez aussi identifier qui coordonne sur votre territoire. Et donc, l'activité du REPOP, ça va vraiment être d'identifier les acteurs du territoire, les former. Donc, on propose une formation sur 2 jours que je vous détaillerai par la suite, et de coordonner les différents acteurs du territoire. Une fois qu'on les a identifiés, il va falloir les coordonner, notamment à l'intérieur d'un parcours de soins pour les patients. Donc, il va y avoir une première phase d'évaluation. Donc, les familles nous contactent généralement directement. Il y a une évaluation qui se fait par la coordinatrice territoriale qui va juger de l'orientation, si ça relève plus de la ville ou s'il y a un besoin, une demande d'expertise. Et le REPOP aussi peut servir d'appui d'expertise au territoire. Donc, les quelques chiffres clés pour vous montrer un peu ce que représente le REPOP sur le territoire. Donc, on reçoit 980, enfin, en tout cas, en 2023, on a reçu 980 demandes de prise en charge. Donc, c'est assez stable. On a eu 752 inclusions, donc 12 de plus que l'an dernier. Et on a une file active de 2120 patients. La formation, donc comme je le disais, tous les professionnels, tous les adhérents REPOP sont des professionnels de santé. Et pour devenir adhérent REPOP, on propose une formation sur 2 jours. Et donc en 2023, on a formé 91 professionnels sur le territoire. Notre formation, elle est certifiée Calliope et aussi ANDPC. On fait, en plus de cette formation sur 2 jours, aussi des informations et des sensibilisations. Donc là, par exemple, on est en train de former l'ensemble des médecins et infirmières scolaires sur la ville de Paris, par exemple. Donc sur l'année 2023, grâce à toutes ces actions, on a pu toucher 481 professionnels de santé. Donc les adhérents, donc ça c'est les professionnels de santé qui sont sur le territoire et qui ont adhéré à l'association et qui sont passés par la formation. Donc on a 549 adhérents qui se répartissent ainsi, donc 250 médecins, 193 diététiciens, un peu moins de psychologues et d'autres professionnels. Donc on va retrouver notamment des infirmières puéricultrices, des infirmières scolaires, tout un tas d'autres professions aussi, des enseignants en activité physique adaptée, etc. On noue également des partenaires avec les différents acteurs des territoires que nos coordinatrices vont identifier.
donc notamment avec des maisons de santé pluridisciplinaires, des centres de santé. Ça peut être aussi avec des établissements de santé, donc des SMR par exemple, et aussi avec d'autres acteurs comme les DAC, les CPTS, ou bien d'autres associations, comme par exemple l'association UFOLEP qui propose de l'activité physique adaptée. Alors maintenant, je vais me focaliser un peu plus sur nos adhérents, donc les professionnels de santé. Donc pour devenir adhérent, comme je disais, il y a d'abord cette étape de formation qui se fait sur 2 jours. Il faut ensuite adhérer à l'association, donc il y a une cotisation de 15 € qui est demandée. Puis par la suite, ça ouvre le droit du coup à, si vous êtes médecin, inclure directement des patients. Et puis, ça donne aussi accès pour les patients à des consultations avec des diététiciens et des psychologues. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des diététiciens et des psychologues parmi nos adhérents. Le REPOP organise également des ateliers collectifs et des ateliers d'éducation thérapeutique du patient sur les différents territoires. Donc à travers toutes ces activités, on peut indemniser les professionnels de santé qui sont adhérents et qui organisent ces activités. Ensuite, on met également à disposition un appui d'expertise. Donc, les coordinatrices peuvent être sollicitées quand il y a besoin d'un avis ou voir s'il n'y a pas une nécessité de réorienter en établissement de santé. Et on peut aussi, elles interviennent aussi pour animer sur le territoire des réunions entre professionnels lorsqu'ils ont besoin d'échanger en pluridisciplinaire avec l'ensemble des représentants du parcours de soins d'un patient. Donc le REPOP permet aussi l'organisation de ces échanges et ça peut être aussi des échanges de pratiques. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi grâce à nos adhérents qu'on arrive à développer des partenariats à travers des conventions qu'on va, pouvoir signer avec différentes, structures d'exercice. Donc là, je vous ai remis, un petit détail donc sur la formation. Donc la prochaine date, c'est le 24 et 25 mars 2025. C'est donc sur 2 jours, c'est un lundi et un mardi. Vous avez le QR code si vous voulez voir le détail de cette formation. L'objectif, en tout cas, c'est d'être en capacité de dépister et de pouvoir faire l'annonce du surpoids ou de l'obésité chez l'enfant et de pouvoir aussi évaluer la situation dans l'ensemble de ses composantes, des composantes multifactorielles, biopsychosociales, et de pouvoir organiser la stratégie de prise en charge qu'il va y avoir derrière et coordonner les différents intervenants, donc savoir aussi travailler en équipe pluridisciplinaire. Donc cette formation, elle s'adresse principalement aux professionnels de santé. Donc c'est pas ouvert uniquement aux médecins, diététiciens, psychologues, on accueille aussi les autres professions, puisqu'il est intéressant pour nous d'avoir connaissance en fait des professionnels formés et sensibilisés déjà à la prise en charge de l'obésité pédiatrique sur le territoire. Voilà, donc ça c'était à nouveau l'itinéraire. Maintenant, je passe au parcours du patient. Donc les patients, comment est-ce qu'ils arrivent au REPOP Île-de-France? Donc généralement, il y a un dépistage qui se fait sur le territoire et via ce dépistage, ils vont être orientés vers le REPOP et ils vont nous contacter. Donc le dépistage, souvent, ça peut passer par la médecine scolaire, ça peut passer aussi par un médecin traitant ou toute autre instance de premier recours qu'on va retrouver sur le territoire. Donc les familles nous contactent au REPOP et on va organiser une première évaluation multifactorielle avec une coordinatrice territoriale. De l'eau Ah, chaude. Ça me suffira, il y a, je vais me- il y a un micro ouvert, si vous pouvez. Voilà, parfait. Donc les familles vont nous contacter, il va y avoir une évaluation qui sera faite et qui va nous permettre de les orienter vers un médecin formé REPOP à proximité de leur domicile ou bien d'aiguiller la prise en charge vers une autre structure si la situation le nécessite. Donc ça, le parcours, je vous le remets ici. Donc c'est le médecin qui est formé REPOP qui fait l'inclusion et le premier bilan. Puis,
il va orienter, si besoin, vers le diététicien et ou le psychologue. Donc, il y a à peu près une consultation médicale tous les 3 mois qui est organisée et un suivi aussi avec le diététicien. Donc, 3 la première année, donc un premier bilan, puis 3 suivis, et 4 suivis la seconde année. Pour le psychologue, il y a un bilan, puis c'est jusqu'à 7 suivis répartis sur les 2 ans. Donc, le parcours dure 2 ans. Donc, on a un parcours en tout cas qui est pluridisciplinaire. On pourrait y ajouter d'autres acteurs, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on a accès à des prestations dérogatoires uniquement pour les diététiciens, les psychologues et les médecins qui sont également indemnisés parce que les consultations d'obésité sont des consultations beaucoup plus longues. Mais c'est une prise en charge qui nécessite d'être pluridisciplinaire puisque le patient va évoluer dans un contexte et bien souvent, l'obésité a un retentissement sur les différents pans de la vie. C'est pour ça que cela m'amène justement à la spécificité de la prise en charge de l'obésité pédiatrique. Et je vais donc passer la main au docteur Catherine Terraz et n'hésite pas à me dire quand je change de diapo. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Ève et bonsoir à tous. Alors je parle là sous l'autorité du professeur Béatrice Duberne avec qui j'ai le grand plaisir de travailler à l'hôpital Trousseau. Et comme nous avons la chance de l'avoir avec nous, vous me poserez des questions et si elle souhaite répondre avec moi, ce sera, j'imagine pour elle, un grand plaisir parce que je sais sa fougue et son intérêt pour la pathologie. Vous voyez, elle a déjà allumé son écran, elle est déjà sur les starting blocks, donc je suis super contente que tu sois là, Béatrice. Alors, en ce qui concerne l'enfant, et puis je suis contente aussi de vous présenter ces quelques diapositives. Je vais aller vite parce que je ne veux pas déflorer complètement le sujet de l'obésité de l'enfant, mais c'est peut-être aussi pour vous donner envie de venir découvrir plus largement la pathologie. Et j'éteins mon téléphone. Donc, l'obésité de l'enfant, alors je vais balayer des choses assez rapides. Donc, très, très simplement pour vous dire qu'on n'interprète pas la courbe de corpulence de l'enfant comme on fait avec celle de l'adulte. Vous voyez, l'enfant a un IMC qui évolue selon son âge et sa taille. Euh, et chez l'enfant, on ne prend pas ces chiffres absolus de 25 et 30 comme chez l'adulte. On se réfère plutôt à des courbes qui correspondent à des équivalents adultes de 25 et 30. Mais vous voyez, par exemple, si je prends l'exemple à la Croix-Rouge d'un enfant de 5 ans qui a un IMC de 21, si vous pensez 21, ce n'est pas un problème, ben, en fait, chez cet enfant de 5 ans, si, c'est déjà un souci. Voilà, donc ces références IETF 25 et 30 valent pour évaluer un problème de surpoids ou d'obésité chez un enfant. Je vais bien passer à la suivante. J'ai pas la main sur le diaporama. Voilà, donc nous, ce qu'on va regarder, ce qui nous intéresse donc sur la courbe de corpulence d'un enfant, c'est si on regarde les 3 courbes rouges qui dévient par rapport à ce qu'on a habituellement chez un enfant, ce sont des courbes de corpulence soit sans rebond, soit avec un rebond d'adiposité avant l'âge attendu de 5-6 ans. Donc, on appelle ça un rebond d'adiposité précoce. C'est une cinétique très dynamique. C'est un âge de dépassement du seuil IETF précoce. Et surtout, on se réfère aussi, ce qui est intéressant pour nous, on essaie toujours d'interpréter l'IMC de l'enfant en fonction de l'IMC des parents. Parce que vous allez voir, quand on va discuter un petit peu plus tard, un des déterminants les plus importants dans l'interprétation de l'IMC d'un enfant et de l'évolution que va avoir l'IMC de l'enfant au cours de sa vie, c'est l'IMC des parents et notamment l'IMC de la maman. Donc, ce qui est très important de regarder sur ces courbes, voilà, c'est ces points marquants. Et c'est intéressant de faire une histoire pondérale parce que vous voyez, je vous ai mis 2 enfants, un enfant qui a une courbe noire, un enfant qui a une courbe rouge. Si on ne s'attarde pas à l'histoire de l'enfant, on va voir si on voit cet enfant par exemple à l'âge de 8 ans, il aura les 2 enfants auront le même IMC. Mais si on s'attarde à l'histoire
de leur courbe. L'enfant qui a un rebond précoce et une histoire dynamique de sa courbe de corpulence n'a pas du tout le même risque d'obésité que l'enfant qui est sur la courbe noire, qui a un rebond d'adiposité à l'âge attendu et qui se met dans un couloir et qui va rester dans ce couloir. Donc, une histoire pondérale est toujours très, très importante à avoir et à reconstituer quand on voit un enfant. Alors, très très brièvement, une petite diapositive sur de l'épidémiologie. Alors, les deux illustrations de droite, c'est pour vous montrer qu'en fait, depuis les années 2000-2005, il y a une stabilisation de la prévalence de l'obésité et du surpoids de l'enfant en France. Et nous, ce qu'on constate quand on regarde les enfants qui sont inclus dans le REPOP, euh, entre les années 2014 et 2023, sur notre cohorte d'enfants inclus, ce qu'on observe, c'est sur une population stable d'enfants qu'on suit, en revanche, c'est une augmentation de la sévérité de l'obésité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la France s'est située dans un pays qui est plutôt dans une dynamique favorable en termes de prévalence. Nous, ce qu'on observe sur notre petite cohorte, c'est que la sévérité de l'obésité a tendance à s'aggraver. On se pose la question de savoir si c'est peut-être ce qui la rend la plus visible, puisqu'on entend toujours dans les médias cette épidémie galopante d'obésité, alors que si on se réfère strictement aux chiffres, on est plutôt sur une stabilité. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle est plus visible par une augmentation de la sévérité? C'est peut-être une question qu'on se pose. Voilà, pour la diapositive suivante. Alors, on arrive au déterminant de l'obésité. Donc là, je vous ai mis une diapositive très, très simple qui dit que l'accumulation, la masse grasse, résulte d'un équilibre énergétique dans lequel les ingétats sont supérieurs aux sorties. Alors ça, c'est une maxime, hein, personne ne pourra la contredire. Mais en revanche, voilà, on peut vraiment se poser la question si les comportements individuels d'ingesta augmenté, de diminution de dépenses d'énergie par diminution de l'activité physique sont seuls responsables de l'apparition de l'obésité. C'est vraiment une question, voilà, si je la pose, vous allez bien imaginer que la réponse est non. Voilà, donc les déterminants de l'obésité sont bien plus complexes que la seule dégradation de ce déséquilibre de la balance entrée-sortie. Et on peut l'expliquer de façon euh, on peut l'expliquer de façon très, très scientifique. Alors, tout d'abord, si on s'attarde sur les comportements de la prise alimentaire, celle-ci est très complexe. Alors, attardons-nous tout d'abord sur le petit dessin qui est en bas à droite. Donc, le contrôle de la prise alimentaire, il est déterminé par un centre cérébral qui est très important, hein, qui est un centre majeur qui détermine beaucoup de fonctions vitales, qui régule beaucoup de fonctions vitales. L'alimentation est une fonction vitale et on sait que celle-ci, elle est donc régulée par l'hypothalamus en fonction d'un certain nombre de signaux qui lui arrivent de parties périphériques de l'organisme, de la masse grasse, par le biais d'une hormone qui s'appelle la leptine, et par le tube digestif, par des hormones voilà, qu'on appelle les entérohormones. Et ces niveaux hormonaux vont déterminer des niveaux subséquents de prise alimentaire, de dépenses énergétiques qui vont permettre à la balance énergétique de se stabiliser à un poids déterminé, programmé, on va dire. À côté de ce contrôle ce qu'on appelle homéostatique de la prise alimentaire, il y a le système bésolimbique qui agit voilà, par les phénomènes de motivation, de récompense, de sécrétion de ces hormones de dopamine, de sérotonine, euh, par une boucle hein, qui commence par le désir de manger, on mange, l'action de manger et puis la satisfaction d'avoir mangé. Et cette boucle peut éventuellement se répéter, se fermer, se répéter de façon un petit peu vicieuse et peut expliquer un certain nombre, voilà, et peut expliquer des régulations de certains comportements alimentaires chez certaines personnes. Et enfin, le cortex exécutif, celui qui contrôle la volonté, euh, permet aussi de contrôler par ce contrôle volontaire et adaptatif, la prise alimentaire. Donc, vous voyez, tous ces déterminants de la prise alimentaire peuvent très bien fonctionner, peuvent aussi dysfonctionner et être à l'origine d'anomalies, de dérèglements de la balance énergétique. Ève, je veux bien que tu passes.
Voilà. Alors, on n'est plus dans les déterminants de l'obésité. Là, je voulais simplement vous dire que l'obésité, c'est pas une maladie, ce sont des maladies. Et quand on voit un patient obèse, ben, il faut commencer par penser à éliminer un certain nombre de maladies dans lesquelles le symptôme obésité existe, mais qui sont des maladies que l'on doit diagnostiquer. Alors, certaines prises de médicaments peuvent provoquer des prises de poids. Certaines maladies endocriniennes peuvent provoquer des crises de poids, l'hypothyroïdie, l'hypercorticisme, le déficit en hormones de croissance. Et puis, certaines anomalies lésionnelles du système nerveux central peuvent provoquer des prises de poids anormales. Alors, il y a les anomalies tumorales, je pense au crânio-pharyngiome, par exemple. Il y a une maladie un petit peu particulière de la transmission, voilà, des transmissions dans l'hypothalamus qui provoque la narcolepsie, qui peut aussi être liée à des prises de poids anormales. Et puis, il y a des maladies très rares de l'hypothalamus qui peuvent aussi provoquer des prises de poids anormales. Ce qui est un petit peu particulier dans ces obésités-là, c'est qu'elles sont d'apparition brutale, voilà, au moment de la prise de médicaments, au moment du déclenchement de la maladie endocrinienne ou de la tumeur. Et donc, l'histoire pondérale va nous indiquer s'il y a un début brutal, et un début brutal, voilà, doit faire se poser des questions. Un autre élément euh, qui peut faire penser à ces maladies, à ces obésités dites secondaires, sont des anomalies de la croissance staturale. Voilà, un enfant en situation d'obésité, quand c'est une obésité commune, souvent il grandit même plus, il y a une accélération de la croissance staturale. Donc, un enfant qui a un problème de poids, qui n'accélère pas sa croissance staturale ou qui la casse, il y a peut-être une anguille sous roche. Donc, quand on voit, voilà, c'est vraiment très très important de reconstruire les courbes de croissance staturale, pondérale et d'IMC quand on voit un patient en situation d'obésité pour ne pas passer à côté de ces obésités dites secondaires ou des diagnostics différentiels d'obésité. Et puis, je veux bien la suivante. Donc, en fait, si vous voulez, on- le reste des situations d'obésité, on les explique beaucoup par la génétique. Et dans ces obésités génétiques, il y a tout un continuum de situations qui vont, quand vous regardez cette diapositive sur la gauche, d'anomalies très, très particulières, très ponctuelles, très précises de certains gènes qui sont exprimés dans l'hypothalamus, dont on a parlé tout à l'heure, et notamment le long de la voie du contrôle de la prise alimentaire qui est stimulée par la leptine, cette hormone donc, qui vient de la masse grasse pour contrôler la prise alimentaire. Voilà, donc on a une première famille de maladies obésité sévères précoces qui sont liées à des anomalies, à des mutations génétiques très précises sur ces gènes-là. L'obésité peut aussi faire partie de syndromes génétiques dans lesquels il n'y a pas que l'obésité qui est un symptôme, c'est toute une famille de symptômes qui va venir éveiller, éveiller le médecin en se disant, tiens, l'obésité fait partie d'une maladie plus complexe qui a un substrat génétique. Et donc, là, on est dans le cadre des maladies qu'on appelle, les obésités qu'on appelle les obésités syndromiques. Dans ces obésités syndromiques ou monogéniques, je vous ai mis des courbes de corpulence sur la gauche. Voilà, elles ont des évolutions assez particulières, ce sont des obésités très précoces, très sévères, souvent sans rebond d'adiposité, avec des patients qui ont des comportements alimentaires euh, très, très marqués euh, par altération de ces centres de contrôle de la prise alimentaire. Voilà, et puis plus on va vers la droite, voilà, plus les ronds s'éclaircissent. On est toujours sur de la génétique, mais on n'est plus sur des causes très spécifiques, très ponctuelles de certains gènes. On est sur une accumulation de variants, on est sur un déterminisme qu'on appelle polygénique. Donc, c'est une accumulation de variants génétiques tournés vers l'épargne et qui vont se manifester de façon plus ou moins importante et qui vont aussi être très, très sensibles à l'environnement dans lequel l'enfant évolue.
je reviens un tout petit peu sur ces obésités de cause rare, monogénique et syndromique. Elles représentent un tout petit corpus des obésités que l'on voit en pratique. La grande majorité des obésités que l'on rencontre et probablement que vous allez rencontrer en ville sont des obésités polygéniques. Euh, les, voilà, je vous ai mis ici une illustration d'une courbe de corpulence d'un patient qui a une obésité commune, alors qui est néanmoins précoce, avec un rebond d'adiposité précoce, une évolution dynamique. Et voilà, donc ça, c'est les patients très probablement que vous pouvez être amené à voir assez facilement. Euh, Donc, les obésités, globalement, de l'enfant, quand ce ne sont pas des obésités qui ont un substrat, comme on a vu plus tard, endocrinien ou lésionnel, elles ont un fort substrat génétique. Et puis, on va passer à la diapositive suivante, dans lesquelles l'environnement a un très grand pouvoir révélateur. Donc ça, on est sur une façon de penser l'apparition de l'obésité moderne, euh, qui est que dans un environnement dans lequel on a fortement réduit notre dépense énergétique de façon globale, avec les modes de vie modernes, où la prise alimentaire est très facile, avec l'opulence, l'accessibilité, l'incitation à la consommation. Quand on a un substrat voilà, polygénique vraiment tourné vers l'épargne énergétique, eh bien, le surpoids et l'obésité d'une population prédisposée se révèlent dans ce qu'on appelle un recrutement par l'environnement. Bon, je sais pas, cette photo n'est pas très jolie, mais j'ai trouvé qu'elle illustrait pas mal le propos. Là, c'est fini. Donc, en fait, si on reprend un petit peu l'ensemble, l'obésité est une maladie des centres cérébraux de la régulation du poids, avec différents éléments qui vont venir causer cette dysrégulation cérébrale. Et les ingestats excessifs, la sédentarité, ce comportement alimentaire qui est à l'origine de l'obésité, c'est plus une conséquence et non une cause de l'obésité. Vous voyez, ce ingestat excessif et sédentarité sont la conséquence de cette dysrégulation centrale à l'origine de l'obésité. Et donc, il ne faut pas coller aux enfants en situation d'obésité cette étiquette d'enfants paresseux qui se gavent. Ils subissent simplement une dysrégulation centrale de leur prise alimentaire. Enfin, simplement entre guillemets. Voilà, on peut peut-être passer. Alors, je voulais revenir un petit peu sur le gradient socio-économique qui est corrélé à l'obésité. Oui, la précarité est vectrice d'obésité par inaccessibilité diminuée à un mode de vie sain. Mais voilà, il faut faire attention parce que toutes les personnes en situation de précarité ne sont pas obèses et puis il existe des personnes à haut niveau de revenus qui sont obèses et qui ne sont pas préservées de l'obésité. Donc ça marche dans un sens, mais attention, moi je pense que ça marche aussi beaucoup dans l'autre sens, c'est-à-dire une fois qu'on est obèse ou quand on est obèse, on subit de la stigmatisation, de la discrimination à l'origine de la précarité, et ceci dès l'école. Donc, je pense que ce cercle vicieux, il marche vraiment dans les deux sens. Et donc, quand on parle d'une corrélation entre deux événements, il faut faire attention au lien de causalité qu'on met entre les deux. Voilà, je veux bien la diapo suivante. Donc, en gros, quand on voit un patient en situation d'obésité, et nous, quand commence à les prendre en charge, ben, on commence notre prise en soin directement en adaptant notre annonce à ces connaissances scientifiques que je viens de vous partager. Donc, stop les clichés, l'obésité n'est pas un simple problème d'hygiène de vie. Ça permet de déculpabiliser les situations. Bien sûr, on s'adapte à chacune des familles. Après avoir parlé de ça, on ne peut pas se passer d'un consentement aux soins. Alors, le consentement aux soins, il relève bien sûr des responsables légaux, mais l'avis de l'enfant est excessivement important. Il faut expliquer pourquoi on propose ces soins, pourquoi ils sont importants. Alors, plus que de mobiliser la santé à l'avenir ou la santé de l'enfant,
je pense, beaucoup s'attarder sur tout ce qui va être autonomisation et autodétermination face à une maladie chronique. Donc voilà, surtout sur quelle base on débute une prise en soin d'un enfant en situation d'obésité. Et les soins peuvent être refusés et puis il faut savoir l'accepter. Dans cette première prise en charge, bien sûr, il va falloir analyser le tempo du patient. Alors, ça peut être un refus, hein. On peut être en face de familles très ambivalentes. On veut changer, mais on ne peut pas changer. Des familles aussi très résistantes au changement. Donc, il va falloir un petit peu travailler sur la motivation, déterminer quels sont les freins et les leviers, et pas forcément avoir envie de lever les freins, et peut-être très simplement commencer par essayer de travailler sur les leviers dont on peut avoir la disposition. Voilà. Et puis la diapositive suivante. Alors, j'ai demandé à Renaud de Tournemire, qui est un patient, un médecin qui est réputé dans le domaine de la prise en charge de l'anorexie mentale, hein, qui nous a, voilà, qui a dessiné ce concept de prise en charge symphonique. Alors, elle est très vraie pour l'anorexie mentale, mais je pense qu'elle est très, très vraie pour toute maladie chronique. Et je lui ai demandé si je pouvais me permettre d'adapter son concept de prise en charge symphonique pour l'obésité de l'enfant. Et voilà, voici un petit peu comment je décrirais la chose. Donc, dans le cadre d'un parcours REPOP, le chef d'orchestre sera le médecin REPOP, mais habituellement, c'est le médecin traitant ou le médecin de CSO si c'est une prise en charge hospitalière. Et il y a dans cette symphonie, dans cet orchestre symphonique, un soliste, c'est le patient. Donc sa partition, elle est très difficile à jouer et on est là pour l'accompagner, euh, à l'aider à jouer, tous les instrumentistes. Euh, on lui présente une partition qui est un bilan éducatif partagé qu'on va faire avec lui, un projet personnalisé de soins qu'on va penser avec lui dans une alliance thérapeutique et en se parlant entre professionnels. Et il va falloir respecter son tempo, qui peut être le déni, le refus, l'ambivalence, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et au fur et à mesure de sa prise en charge, parce qu'on est sur une situation chronique qui va évoluer, qui va avoir des hauts et des bas, sur une musique qui va avoir des moments d'intensité variables, des moments d'intensité plus faible en suivi ambulatoire. Puis l'enfant avoir besoin d'intensifier sa prise en charge, éventuellement l'adressant dans un CSO ou éventuellement dans un séjour, dans un séjour. Voilà. Donc tout ça est très beau et illustre bien, je trouve, la prise en charge de l'obésité de l'enfant, de l'obésité pédiatrique, qui est une maladie chronique, multifactorielle, pour laquelle on va devoir mettre en place une prise en charge à long terme et qui engage beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière diapo. Alors, il y en a encore une. Alors, pour vous montrer un petit peu tous les champs sur lesquels on peut travailler dans une prise en charge. Alors, effectivement, il y a ce déséquilibre de la balance énergétique. Donc, on va travailler quand même un petit peu sur la diététique et l'activité physique, hein. Ce sont quand même deux bras armés de la prise en charge. Mais on va pouvoir aussi, et c'est important, d'échanger pour savoir sur quels autres axes on va pouvoir travailler. Et sur ces autres axes, qu'est-ce qu'on va mobiliser? Alors éventuellement des nouveaux médicaments. Je vais pas parler des nouveaux médicaments aujourd'hui, mais ça pourrait être l'occasion voilà, de notre présentation. Mais on va, en fonction de l'âge du patient, de sa maturité, pouvoir travailler sur ce qui est éducatif, cadre, ritualisation, exposition, puisqu'un enfant, voilà, on va devoir un petit peu limiter son exposition alimentaire pour l'aider à gérer les problèmes de sensation de faim et de satiété anormale. Et puis, le psychologue va aussi pouvoir aider à travailler sur tout ce qui est psychologique, régulation des émotions, renforcement positif. Hein, vous voyez, tous les professionnels vont devoir prendre en compte tous ces éléments pour apporter leur petite pierre à l'édifice de la prise en soin. Voilà, et puis là, je pense que c'est la dernière. Et Ah, alors, tout cette à prise en fait. soin, elle pourra faire... Ah non, c'est pas la dernière. Elle pourra faire l'objet, elle peut faire l'objet d'une présentation en elle-même, hein. Alors, pour vous resituer où se trouve le REPOP dans l'offre de soins qui existe pour un patient en situation d'obésité voilà, plus ou moins sévère, on va dire qu'on se situe sur un niveau de recours 2, sachant que
quand un patient est en simple situation de surpoids, que son âge est entre 3 ans et 12 ans, on peut l'envoyer dans un parcours de soins spécifique qui s'appelle Mission Retrouve ton cap. Alors, les structures de soins qui mettent en œuvre le projet Retrouve ton cap sur le territoire Île-de-France ne sont pas pléthores, donc ce n'est pas forcément évident de trouver les ressources, mais on prend, nous, en relais, hein, bien sûr, pour des patients qui sont, voilà, qui ont déjà une obésité, alors normalement sans trop de complications ou dans des situations socio-éducatives simples, mais on voit bien que l'évolution de la population fait que nos situations sont quand même de plus en plus complexes aussi dans le REPOP. Et quand il y a besoin d'une prise en charge un petit peu plus armée, d'une expertise, voilà, on peut envoyer ponctuellement en CSO pour une expertise et puis rester en backup, en prise en charge de proximité pour tous ces patients. Et puis, ben, on espère que très probablement d'autres parcours dédiés à des patients en situation d'obésité plus sévère, plus complexe, vont voir le jour. C'est le cas d'Obépédia, là, qui rentre en phase d'évaluation pour des patients dans lesquels on va dire que le panier de soins sera un petit peu plus musclé que pour les patients Retrouve ton cap, puis REPOP. Donc voilà, Béatrice Duberne en CSO à l'hôpital Trousseau se retrouve sur ce troisième niveau de recours CSO pour les patients, voilà, dont on peut imaginer qu'ils sont dans une situation d'obésité de cause rare, monogénique, syndromique ou particulièrement complexe qui nécessite de faire une évaluation multidisciplinaire, sachant que les consultations à l'hôpital sont des consultations pluridisciplinaires d'emblée. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Catherine, merci Eve. Du coup, peut-être proposer un petit temps pour les questions. Il y a déjà quelques questions dans le chat. Il y a Monsieur Stéphane Persing qui demandait justement s'il existait un annuaire des médecins adhérents au REPOP et du coup, est-ce qu'on peut le trouver? Alors, en interne, on a effectivement un annuaire de l'ensemble de nos adhérents. Après, on ne le diffuse pas forcément, puisque comme je vous ai expliqué, le principe, c'est que les familles contactent le REPOP et ensuite, nous, on fait l'orientation. Donc, on ne le diffuse pas pour pas qu'il y ait un adressage de médecin à médecin REPOP directement, en fait. Pour que le circuit soit suivi et qu'on soit sûr aussi de la motivation de la famille à adhérer aux soins et à cette prise en charge. Ok. On a également une question de Nathalie qui nous indique que vous avez mentionné des médicaments liés à la régulation du contrôle homéostatique. Pensez-vous que les nouveaux médicaments GLP-1 sont ou seront bénéfiques pour les enfants en situation d'obésité? Si oui, en première ligne. Point d'interrogation. Alors, en première ligne, peut-être, en tout cas en complément d'une prise en charge pluridisciplinaire dans lesquelles un certain nombre voilà, de choses ont déjà été mises en place. Nous, ce qu'on a observé à l'hôpital Trousseau, Béatrice confirmera sûrement, c'est que des patients voilà, à qui on a prescrit les analogues du GLP-1 et notamment le liraglutide, hein, puisque c'était celui qui était à notre disposition, comme ça, sortie de rien, voilà, sont souvent des prises en charge qui ont tourné court. En revanche, quand on avait vraiment balisé le traitement médicamenteux par une prise en charge multidisciplinaire, ça marche pas mal. Donc aujourd'hui, on a accès au liraglutide. Enfin, on avait accès au liraglutide euh, en injection quotidienne, médicaments non remboursés. Donc un petit peu, voilà, des familles qui avaient accepté de faire cet effort financier et des enfants qui avaient accepté de faire cet effort d'injection et de supporter les effets secondaires au moment de l'incrémentation des doses. Mais on a des parcours médicamenteux, des prises en charge médicamenteuses qui sont vraiment bien pour certains patients, avec avec les pertes de poids attendues, hein. Et puis depuis très très peu, donc le sémaglutide en complément du liraglutide a été commercialisé en France et a vu l'indication à partir de 12 ans dans l'obésité. Alors, nous, les patients qu'on avait sous liraglutide, on les transfère petit à petit sous sémaglutide. Et pour les nouvelles prises en charge, les nouvelles demandes de prise en charge par Wegovy, eh bien, on a mis en place un petit protocole de préparation à la mise sous sémaglutide, ben, pour que le patient soit accompagné, pour que
le médicament ne soit pas considéré comme quelque chose de magique, pour qu'on attende, voilà, pour que ce qui est attendu du médicament soit vraiment obtenu, parce que c'est quand même cher, les parents font un effort financier pour ces médicaments, donc que ce ne soit pas à, à fond perdu, entre guillemets. Donc, alors c'est un petit parcours de préparation. Euh, Sachant qu'aujourd'hui, la première prescription de Wegovy, elle est soit dans le cadre hospitalier, soit par un endocrinologue. Et puis, dans un deuxième temps, les médecins traitants pourront faire les renouvellements de prescription. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur les mises en place et on veut faire ça vraiment, vraiment bien avec Béatrice pour qu'il y ait tout le bénéfice de la molécule qui soit obtenu dans les traitements qu'on prescrit. Béatrice, je te laisse compléter si tu veux. Alors, non, Ouais, on t'entend. c'était très clair. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci, Catherine. J'étais entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Super. Voilà, je veux juste compléter peut-être un tout petit point parce que je ne peux pas m'en empêcher par rapport aux formes dont tu as parlé, syndromiques et monogéniques. C'est vraiment important quand, si vous voyez des patients, comme Catherine l'a montré, par rapport à la courbe de poids et surtout le comportement alimentaire, je pense qu'il faut quand vous suspectez une forme très rare comme ça, de vraiment poser des questions sur le comportement alimentaire, c'est-à-dire de comment le patient, comment dire, est-ce que le patient peut se contrôler, est-ce qu'il y a une impulsivité, est-ce que l'enfant fait des colères quand on lui dit non? Et d'essayer de dépatouiller ce qui va être du comportement d'un enfant jeune à vraiment quelque chose de pathologique. Ça, c'est des éléments simples parce que juste en posant des questions simples aux familles, on peut peut-être parler du flyer qu'on a développé aussi à Trousseau pour justement poser des questions simples aux familles et pour avoir une suspicion de ces formes génétiques rares. Donc voilà, et puis j'insisterai peut-être aussi en tant que pédiatre sur pour bien regarder le développement de l'enfant. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant se développe normalement? Est-ce qu'il y a un retard de langage? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que si le développement n'est pas normal, alors on peut évoquer une forme rare. Bon, bien sûr, dans le REPOP, heureusement, c'est assez rare de rencontrer ces situations-là, mais on a pu avoir dans le passé, toujours d'actualité, des médecins REPOP qui nous adressaient des patients pour suspicion d'obésité syndromique et ce qui nous permet, nous, après en CSO, de bien évaluer et d'optimiser au maximum la prise en charge très spécifique de ces enfants. Voilà. Donc, je voulais juste parler de ça. Et juste compléter, peut-être que pour les analogues du GLP-1, de dire que ça ajoute sur l'hypothalamus, mais aussi probablement sur le système limbique, puisque ça améliore vraiment, chez les adultes en tout cas, les envies de craving, en fait, de compulsion. Donc, il y a quelque chose quand même ça agit au-delà de l'hypothalamus, probablement les analogues du GLP-1, donc c'est assez intéressant. Voilà. Là, ça va. Oui, Voilà. et c'est vrai que c'est hyper intéressant Mm. ce que tu dis, notamment Ouais. chez ces jeunes pour lesquels on parle de troubles du comportement alimentaire, Ouais. qui sont au-delà du comportement anormal par la régulation homéostatique, mais qui effectivement impliquent probablement déjà une implication du système mésolimbique dans ces cercles vicieux qui se mettent en place au moment de l'installation des vrais troubles du comportement alimentaire. Et là, effectivement, les analogues du GLP-1 sont une bonne béquille pour ces patients. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Ah, oui, allez-y, du coup, Madame Delobel, on vous laisse la parole. Je crois que tu as coupé son micro, Laura. Ouais, je crois. Je crois que c'est moi, voilà. Oui. Alors par contre, oui, là c'est à vous d'activer votre micro. Alors, en attendant que le micro s'active, il y a Myriam Coupé qui a dit: attention, l'ANSM ne recommande pas les agonistes Wegovy et Mounjaro chez l'enfant de plus de 12 ans, malgré l'AMM, donc à discuter pour une prescription en ville. Alors, c'est vrai que la première prescription, elle se fait, je pense, là pour l'instant, elle ne se fera pas en ville, elle se fera vraiment de façon très, très cadrée, dans des petits protocoles voilà, d'instauration de ces traitements. Euh, alors, il y a MD qui dit qu'elle n'arrive pas à activer son micro.
Et puis, effectivement, il faut vraiment Mm. éviter que ces médicaments viennent remplacer toute prise en charge des Ouais. régimino-diététiques. Voilà. Si je peux compléter, merci Muriel. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Mounjaro n'a pas l'autorisation actuellement, hein, chez l'enfant, puisque chez le mineur. Donc Mounjaro, c'est les coagonistes parce qu'en fait, les études sont encore en cours en pédiatrie. Donc à ce jour, de toute façon, il n'y a pas d'indication chez les mineurs. Et pour ce qui est de Wegovy, il y a une petite confusion et c'est une source d'ailleurs, on va le faire remonter avec Véronique Nègre, etc. Puisque la NSM parle effectivement d'une prescription à partir de 18 ans, mais il y a l'AMM à partir de 12 ans. Et ce qui apporte beaucoup de confusion en fait dans les prescriptions. Donc moi, c'est pour ça qu'avec Catherine, on a vraiment décidé de faire en sorte, enfin de communiquer sur le fait que ces prescriptions doivent être vraiment dans des centres spécialisés, après une évaluation du patient, après une prise en charge globale et presque préparation chirurgie bariatrique, hein, voilà, pour éviter ce genre de choses. Mais il y a des clarifications, je suis d'accord avec toi, pour les mineurs. Voilà. Mm. Puis il y a Et donc, du coup, la une question... question. Oui, Ouais, vous avez vas-y, Catherine. évoqué le fait de regarder l'IMC des parents et en particulier celui de la mère. Pouvez-vous préciser? Alors, ce qu'on remarque, hein, c'est que parmi les facteurs majeurs de persistance, d'apparition et de persistance d'une obésité chez l'enfant, il y a un facteur qui est toujours présent, c'est ou quasiment toujours présent, en tout cas dans les obésités dites communes, c'est un IMC élevé des parents. Alors, s'il y a un des deux parents, on multiplie par 3 ou 4 le risque de développer une obésité. S'il y a les deux parents, on multiplie par encore beaucoup plus, hein, c'est 13 ou 15, et notamment quand c'est un IMC élevé chez la maman. Alors pourquoi ça? Alors, on pense très très probablement que très précocement dans la vie de l'enfant, hein, période de conception ou très très tôt, vous savez ce qu'on appelle cette période des 1000 premiers jours, eh bien il se passe des choses très très importantes entre la maman et l'enfant. Et la nutrition de la maman pendant sa grossesse, le métabolisme de la maman pendant la grossesse a probablement un effet sur les régulations, on appelle ça épigénétiques ou nutritionnelles de l'enfant. Et donc, il y a des modifications de l'expression des gènes de l'enfant. Alors, ce sont pas des mutations, hein, les gènes sont normaux, mais leur niveau d'expression est modulé par un environnement, et notamment quand la maman est en situation d'excès de poids, son environnement interne va agir sur des modifications de l'expression des gènes du métabolisme de l'enfant. Et peut-être par ce biais-là, par les biais d'épigénétique, euh, l'enfant va développer cette capacité à, à épargner de l'énergie. Ton micro est coupé, Laura. Alors, Décidément, pour la j'ai du prise en mal charge ce soir. diététique, on parle bien Oui. d'aider à remettre en place une alimentation régulée et pas un régime restrictif, avec également un travail sur la restriction cognitive parentale et de l'enfant. Alors oui, tout à fait. Quand on parle de prise en charge diététique, on parle absolument de remettre de la régularité, de l'équilibre. On ne met pas d'enfant au régime. D'ailleurs, dans cette régularité et cet équilibre, on va aussi vérifier que les apports recommandés sont couverts. Donc, on ne met pas les enfants en régime restrictif. Et pour moi, la restriction cognitive, c'est un régime restrictif. Donc, on évite, au contraire, alors, je veux dire, sauf si l'objectif, c'est de faire perdre du poids à un enfant, on ne fait pas de restriction cognitive, on ne fait pas de régime restrictif. Et comme notre objectif, ce n'est pas de faire perdre du poids à l'enfant, on met rarement en place des régimes restrictifs cognitifs. Donc, en fait, on met en place on essaye voilà, de mettre en place une régularité, hein, une variété qui va améliorer les choses. Euh,
On va essayer d'améliorer les grignotages qui, eux, voilà, ne rentrent pas dans ce qu'on appelle la restriction cognitive, hein. On va essayer parce que souvent les grignotages représentent une grosse partie des ingestats. Ouais, donc ce travail de grignotage se fait plus par un travail sur voilà, le plaisir lié à l'alimentation ou le réconfort lié à l'alimentation que vraiment tout ce qui est sur faim et satiété, hein, parce que la restriction cognitive, c'est vraiment basé sur l'analyse de la faim et de la satiété au cours d'un repas. Et quand on et alors bien sûr parentale de l'enfant, parce que la prise en charge, elle est globale, elle est pour toute la famille. Un enfant en situation d'obésité, quand on est dans le cadre d'une obésité commune, souvent il a des parents qui sont eux-mêmes en situation d'obésité et qui ont les mêmes dysrégulations de la prise alimentaire. Donc c'est difficile de dire à un enfant tu vas faire comme ça ou à un parent de dire pour votre enfant il faut faire comme ça, alors que pour le parent lui-même c'est difficile de faire ces modifications pour lui-même. Voilà, donc en fait, l'écosystème diététique, voilà, il va falloir le travailler pour l'enfant, pour son parent, mais voilà, dans le respect et sans vouloir, bien sûr, mettre de régime ni restrictif ni cognitif. Et pour compléter un petit peu la réponse, où effectivement, on va travailler sur l'environnement et faire en sorte qu'il y ait un environnement favorable à la santé. Donc c'est pour ça que Catherine a parlé d'équilibre alimentaire, mais c'est enfin, mettre en place un environnement favorable à la santé pour l'ensemble de la famille. C'est pas stigmatiser l'enfant avec un régime alimentaire qui devient différent de celui de la famille. Et bien sûr, vous avez tout à fait raison sur une alimentation régulée aussi, d'être à l'écoute de ses sensations, de prendre le temps, d'être aussi en pleine conscience, mais en adaptant tout ça aussi aux capacités de l'enfant, puisque un enfant assez jeune aura beaucoup plus enfin, c'est quasiment impossible de travailler ces éléments-là. Donc, il est important effectivement de travailler avec la famille, les parents, pour avoir un mimétisme ensuite sur les enfants eux-mêmes dans la prise en charge. Mais effectivement, on n'est pas du tout sur une restriction calorique et plutôt on essaye au maximum de pas, enfin, on essaye de ne pas être restrictif sur, sur les prises en charge. En tout cas, c'est la consigne, le message qu'on transmet à travers la formation et tout ce qu'on peut diffuser. J'espère que ça répond à votre question. Merci Eve, merci Catherine du coup pour cette présentation. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, bonne fête de fin d'année à tout le monde et puis je vous propose de nous retrouver pour le prochain Flash Info qui aura lieu le mardi 28 janvier avec le docteur Séverine Ledoux sur les traitements médicamenteux. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir.